norme édictée donc par l'ISO était parfaitement bien écrite et prévoyait tous les cas. Et pour nous, il était très simple ensuite, à l'intérieur du produit, de développer des modules complémentaires qui permettraient à ce produit de se connecter à SMTP, donc la messagerie Internet de l'époque. SMTP n'existait pas encore. À MS Mail, mais ça, c'est ce que disait Jean-Pierre avec un clin d'œil tout à l'heure, c'était plus facile parce que c'était se connecter vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi à CC Mail, la messagerie donc de Lotus de l'époque, et à bien d'autres, puisque IBM avait encore une base installée de la messagerie Memo sur mainframe, extrêmement puissant à l'époque. Tout sur les standards, tout sur la norme, internationale qui plus est, estampillé ISO depuis à peu près 10 ans. On s'est planté. On ne s'est pas planté parce qu'on a mal implémenté la norme. On ne s'est pas planté parce que la norme était mauvaise. On s'est planté parce que le marché, à cette époque-là, à l'impulsion de Netscape à l'époque, souvenez-vous, a demandé à ce que le standard, de fait, soit Internet. Alors c'est quand même un standard indépendant. Je ne suis pas en train de dire que c'est tel ou tel acteur. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on s'est gouré de standard. Donc le standard est, je l'ai dit tout à l'heure, absolument fondamental. C'est effectivement la référence à laquelle on doit pouvoir, si c'est possible, c'est là que c'est important, tous se raccrocher. Parce que c'est ça qui va nous apporter le plus de garanties possible, et je ne mets pas la barre à 100% volontairement, par rapport au fait de tous interfonctionner ou interopérer. Mais pour autant, il ne faut pas se tromper de standard, parce que le marché, qui est donc celui qui décide, à un moment donné va vous dire « Eh ben moi, ça, j'en veux pas ». À l'époque, ce qui a été reproché avec S400, c'est que ça prévoyait tous les cas, et que du coup, c'était un peu lourd. Et que SMTP, finalement, pour s'envoyer des mails, c'était bien suffisant. Oh, il y a des problèmes de sécurité, ouais. Ils ont été réglés dans les années qui ont suivi, à coup de standards. Les gens se sont retroussés les manches dans des instituts, et puis ça a donné ce que l'on connaît tous aujourd'hui, effectivement, des messageries sur lesquelles la question ne se peut plus de savoir si on suit un standard ou pas. Donc je pense que, à la fois, il y a une nécessité de s'appuyer sur des standards, ou en tout cas de chercher tous à le faire, mais en même temps, c'est le marché qui décide. Jean-Pierre ? Oui, alors là, je vais réagir un peu à chaud. Je veux dire, les industriels sont aussi capables de mauvaise foi. C'est-à-dire proposer des standards qui sont loin de faire l'unanimité, ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait unanimité et pour éviter d'aller plus loin. Donc, je pense que les standards font aussi partie d'une stratégie. Parce qu'on ramène tout ça au marché, mais c'est assez simple. Si vous maîtrisez le standard, vous avez une longueur d'avance sur vos concurrents et vous maîtrisez le marché. Okay, Donc, les organisations, et je pense des positions, il y a des défenses de parts de marché, des choses comme ça. Et c'est l'industrie. Ce qui est intéressant dans le modèle qu'apporte le libre, et le libre supportant le standard ouvert, c'est qu'on a une espèce de cercle vertueux entre des cercles de développeurs, des cercles d'utilisateurs, des gens qui vont consommer la techno tout de suite, et une espèce d'agilité entre les deux qui vont faire qu'on va arriver très rapidement à des choses qui vont tenir la route et qui vont être utiles. Par exemple, PHP, personne ne dit que PHP, c'est un standard qui a été fait par une norme machin bidule, etc. On sait même qu'il y a Zen derrière et que ce n'est pas forcément super cool. N'empêche que ça marche, il y a consensus sur les fonctionnalités, ça avance, ça trace et ça trace très rapidement. C'est toute la beauté du truc. Quand on regarde ce qui est fait au niveau Java, au niveau JE, etc., c'est entre les deux. C'est un peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir cette agilité qu'ont certains groupes de développeurs ou certains laboratoires de recherche, mais en même temps, on a des contraintes liées à l'industrie et à d'autres phénomènes. Donc, je pense que il ne faut pas être complètement naïf derrière ces histoires de standards. Il y a aussi des stratégies, il y a des stratégies financières, des stratégies industrielles, mais grâce à l'accélérateur que fournit le logiciel libre, on peut avoir une chance de voir les choses évoluer plus rapidement. Et c'est là où je pense qu'il est intéressant de bien pointer ce que vous utilisez aujourd'hui, parce que quand je disais tout à l'heure, vous êtes dans le coup parce que vous utilisez des trucs, mais c'est vrai des gouvernements, c'est vrai des organisations caritatives, c'est vrai de tout le monde. Et là, vous avez tous votre rôle à jouer dans ces organisations de standardisation. Je pense que c'est ça un peu le message intéressant du livre. Juste une précision, je suis complètement d'accord avec l'exposé de Jean-Pierre sur PHP. Pour ce qui concerne l'ISO, ce ne sont pas les entreprises qui siègent à l'ISO, elles n'ont pas le droit.
Ce sont les États qui votent, et que les États. Certes. Mais et on sait qu'il n'y a pas de lobbying. Puisqu'on parlait de l'ISO... Et on sait qu'il n'y a pas de lobbying auprès de l'ISO. Mais sous mandat éventuellement. Mais n'empêche qu'on représente l'État. Et c'est l'État qui vote. Grosso modo, on voit qu'il y a une opposition entre un modèle où, je dirais, des gens, des pays, des entreprises se réunissent et restent longtemps ensemble pour définir quelque chose sur lequel elles s'accordent. Et puis une pratique peut-être plus pragmatique, plus rapide, comme les processus fast-track à l'ISO, par exemple, qui permettent de prendre un produit existant, une spécification existante, et de dire, bon, bah là, on est d'accord là-dessus, ce qui permet de raccourcir les cycles. Quel est le bon modèle là-dedans, selon vous? Monsieur Maudet, peut-être? Moi, ce qui est intéressant, ce qu'on essaie de souligner en fait, dans le discours de Jean-Pierre, moi, ce que je retiens, c'est surtout la démarche participative et qui est nécessaire si on veut atteindre, parce que tu parlais tout à l'heure, Philippe, à un moment donné, est-ce que la normalisation ou la standardisation est un frein? Et puisqu'on va parler en fait du cloud juste après, ça me permet de faire un petit trait d'union. Et puis aujourd'hui, c'est quand même, on voit qu'il y a une innovation en fait très forte dans le domaine du cloud qui est portée par des communautés open source. Elles ont été moteurs en fait depuis le début. Aujourd'hui, il y a des technologies en fait qui arrivent à maturité avant même en fait les offres en fait des grands éditeurs en fait du marché. Il y a un manifesto en fait d'acteurs du cloud open source qui se sont réunis pour définir en fait des normes d'interopérabilité en fait entre différents acteurs, basés bien entendu sur des standards ouverts. Et on a assisté en fait au début à une très forte réactivité des acteurs, et on a assisté en fait à beaucoup d'échanges de travaux. Et dans une logique d'ouverture, donc ce manifesto et ce groupe en fait a accueilli certains industriels. Et depuis en fait je crois qu'il y a des gens comme Cisco, il y a des gens... le Cloud Manifesto. Ils y sont tous sauf Google et Amazon. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on arrive en fait à une situation... Non, Microsoft, je crois pas que... Je vais réagir, fini. Et donc on assiste en fait à une sorte de cristallisation en fait de la démarche, qui aujourd'hui, donc tu disais pourquoi ça freine, parce qu'en fait on revient en fait à une discussion, j'aime bien l'image du panier de crabe, où chacun en fait est en train d'essayer d'imposer en fait sa vision du cloud, sa vision en fait de comment en fait doit fonctionner en fait l'hyperviseur, le fonctionnement des VM et ainsi de suite. Et donc là je pense que du coup ça freine cette innovation qui était portée au départ en fait par des communautés open. Et là franchement, alors je sais pas ce qui va en advenir, mais aujourd'hui c'est effrayant de voir là où on en arrive sur quelque chose où on était réellement en avance, et on pourrait en citer, je pense qu'on pourrait trouver d'autres consortiums comme ça, où l'open source, où les standards ouverts et cette démarche en fait participative qui est pour moi en fait au centre de ce qu'on doit réfléchir en fait aujourd'hui, est freinée à un moment donné par des acteurs économiques, quoi. Je voudrais dire un mot là, justement sur la façon dont les standards arrivent. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que normer, c'est quelque chose qui peut nuire à la créativité? C'est donc le problème de la norme ou pas de la norme, la liberté ou de la norme. Alors le problème, on s'aperçoit que la norme ne nuit pas à la créativité. La preuve, c'est le téléphone. Avec une même norme, il peut y avoir des tas de téléphones différents, tous très différents les uns les autres. Ensuite, si on fait une norme trop tôt, effectivement, on peut contraindre un marché ou contraindre une technique à rester dans un état figé. Alors le problème, c'est que la créativité, c'est bien parce qu'on fait fleurir plein de choses. La norme, c'est bien parce qu'on stabilise. Alors je pense que c'est un équilibre qu'il faut toujours trouver. On doit laisser le système vivre, comme vous disiez tout à l'heure, librement pendant un certain temps, et le jour où on voit que ça stabilise, pof, la norme. Et à ce moment-là, on progresse sur une base solide qui est la norme. Et on peut aller au-delà de la norme. Parce qu'une norme, c'est bien parce qu'on peut bâtir dessus. Regardez TCP/IP, on a bâti dessus, maintenant c'est fini. On ne discute plus de TCP/IP, ça marche. Maintenant, on fait des applications qui utilisent TCP/IP. On ne perd plus de temps au niveau, au sous-sol. Voilà. Et ça, je pense que c'est l'évolution. Créer, oui. Librement, oui. Normer, oui. Mais après, au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C'est un problème d'équilibre. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué Michel-Marie Maudet concernant l'Open Cloud Manifesto. Donc, c'est opencloudmanifesto.org.
Vous y allez, il y a 900, aujourd'hui 900 entreprises dans le monde